La période des origines pose de nombreux problèmes. Par bonheur, quelques grands savants ont apporté des solutions au moins partielles. Pour comprendre l'histoire, ils ont d'abord utilisé la géographie. Sise dans le Latium, Rome occupe une situation presque centrale en Italie et dans le monde méditerranéen. Mais cette position ne fut qu'un facteur parmi d'autres de son expansion militaire, car comme on le verra, la vraie explication de ses succès a tenu aux hommes et non à la nature. À l'encontre de ce que croient beaucoup de personnes, les 7 collines n'étaient en fait que 3. Une langue volcanique s'était avancée depuis l'est, depuis l'Apennin, vers l'ouest, vers le Tibre, et son extrémité s'était arrêtée sur la rive gauche du fleuve. Ensuite, elle a été attaquée par l'érosion qui a isolé 3 vraies collines à l'ouest, le Capitole, le Palatin et l'Aventin, du nord vers le sud. À l'est, elle se termine par 4 indentations qui prolongent le plateau des Esquilies, le Caelius, l'Esquilin, le Viminal et le Quirinal, cette fois du sud vers le nord. Ces hauteurs modestes encadraient 2 dépressions correspondant l'une au futur forum, l'autre à ce qui a été par la suite le champ de Mars. Ce dernier était le lieu où se réunissaient les soldats à partir du 1er mars, et où ils s'exerçaient avant de partir au combat, vers le 1er juillet. L'archéologie a révélé la présence d'humains dans le Latium dès le Paléolithique. Pour Rome, les traces les plus anciennes actuellement connues datent du XIVe siècle. Des fonds de cabanes attribués au Xe-IXe siècle ont été dégagés sur le Germale, petite hauteur attenante au Palatin. Mais l'occupation ne fut pas continue avant le 8e siècle, et on pense en général qu'elle fut le fait de bergers. Les premiers Romains connus appartenaient au peuple des Latins, les habitants du Latium au sens large, ce sont les Latins des philologues. On connaît d'autres Latins, qui n'occupaient qu'une petite partie de cette région, le long de la mer. Eux sont les Latins des historiens anciens. Ils étaient une fraction des Italiens, qui étaient arrivés dans la péninsule à laquelle ils ont donné son nom entre le XIIe et le Xe siècle, et qui s'étaient détachés de la communauté des Indo-Européens. La question des origines de Rome a passionné des générations d'historiens. En effet, cette période est connue à la fois par des récits extraordinaires et par les fouilles. Or, fait étonnant, l'archéologie et la critique des textes ont montré que les mythes possédaient un fond de vérité, et à l'heure actuelle, personne ne conteste cette théorie. L'étude des restes matériels a établi que quelques villages de pasteurs se sont regroupés pour former une vraie ville, avec une majuscule quand il s'agit de Rome, qui s'est tout de suite montrée agressive et expansionniste, suscitant des réactions de violente hostilité. Elle était entourée d'ennemis, et à plusieurs reprises, elle a couru le risque de disparaître. L'angoisse des habitants n'a diminué qu'après 338, comme on le verra. D'après la légende, la ville est née le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, et elle a été fondée par Romulus, le premier d'une série de 7 rois. Il lui donna son nom, et il mit sur pied un embryon d'organisation. C'est lui, a-t-on dit, qu'il faut créditer de la création du Septimontium, les 7 monts, ligue regroupant tous les habitants de ce qui sera Rome. Il soutint des guerres sans doute avec des milices de bergers et de paysans. Du nombre, c'est l'affaire des Sabines qui a eu le plus de retentissement, grâce à Poussin, David et Picasso, pour ne citer que les peintres les plus connus. Le souverain, constatant que ses sujets manquaient d'épouses, invita à une cérémonie les voisins sabins, qui vivaient au nord-est de Rome, au-delà du fleuve Agno. Ses compatriotes agirent par traîtrise, et ils enlevèrent les femmes de leurs invités. Les pères et les frères voulurent les récupérer à la pointe de l'épée, mais les jeunes dames, apparemment fort satisfaites de leur mari, s'interposèrent entre les combattants et elles imposèrent la paix. D'autres sources laissent entendre que l'accord ne fut pas immédiat. Denis d'Halicarnasse est particulièrement intéressant dans ce cas, car il explique que les ennemis n'avaient pris l'enlèvement des filles que comme un prétexte. La vraie cause de guerre, c'était l'hégémonisme des Romains. La description des combats qu'il donne relève toutefois de l'anachronisme parfait, le lecteur est plongé dans le mythe et non dans l'histoire. De fait, le joli conte qui narre l'enlèvement des Sabines recouvre une réalité historique. Très tôt, la menace que faisaient peser les autres latins, est, et à un moindre degré les Étrusques, ouest, imposa une alliance et même une fusion partielle aux Romains et aux Sabins. Mais ces liens étaient encore fragiles, comme on le verra. Pour la suite, 2 autres conflits majeurs sont attestés, le premier avec Fidène, et le second avec Véies, en Étrurie. Ils relèvent peut-être d'un anachronisme involontaire,
la confusion avec des événements ultérieurs, ou d'une préfiguration de l'avenir. Les sources mentionnent d'autres victoires, donc d'autres guerres, sur Cameria, Plutarque, Canina, Antemnae et Crustumerium, Denis d'Halicarnasse et Eutrope. Ce fut donc une cité romano-sabine que dirigea Numa Pompilius, successeur de Romulus, qui s'occupa surtout d'organiser les cultes. Quelques historiens ont noté que cette double caractéristique, politique et religieuse, correspond à la première fonction que Dumézil a distinguée chez les Indo-Européens. Pour le reste, Numa Pompilius a gouverné de manière tout à fait pacifique et ce fut son successeur, Tullus Hostilius, qui aurait formé la première armée romaine. On notera que le mythe n'explique pas avec quelle force furent menées les batailles de Romulus. Dumézil a également indiqué que le combattant occupe la deuxième place dans la trilogie indo-européenne. On aurait donc jusque-là une suite, Romulus, le roi fondateur, Numa Pompilius, le roi prêtre, et Tullus Hostilius, le roi guerrier. Vers la fin du règne de Tullus Hostilius, vers 650 avant Jésus-Christ, le forum fut l'objet d'un premier aménagement. Le plus important, pour notre propos, se trouve dans les guerres qui sont attribuées à ce souverain. Certes, Plutarque dit que la paix régna à son époque. D'autres sources sont moins optimistes. Les forces romaines se seraient dirigées vers le sud-est, contre les Albins, en réponse à une provocation de Quilius, chef de ce peuple, dit Denis d'Halicarnasse, qui ajoute qu'il voulait simplement piller. En réalité, les Romains et les Sabins avaient regroupé leurs deux ligues, menace permanente pour leurs voisins qui, pour se prémunir contre cet expansionnisme, avaient formé une autre ligue, autour des monts Albins. Le conflit restait circonscrit à l'intérieur du Latium, Sabins et Romains contre Albins, mais sous le regard menaçant de Véies, les Étrusques, peuple auquel appartenait cette cité, vivaient à l'ouest et au nord, entre la rive droite du Tibre et la mer. L'observateur moderne distingue dans cette guerre un embryon de stratégie, à base d'empirisme. C'est là que se situe le fameux combat des Horaces et des Curiaces. Redoutant les Étrusques, les chefs des deux armées en conflit décidèrent de limiter les pertes et de choisir des champions. Des frères jumeaux furent désignés, les 3 Horaces pour Rome et leurs cousins, les 3 Curiaces, pour les Albins. Au premier choc, les 3 Curiaces furent blessés et 2 Horaces tués, alors que leur frère était indemne. Dans le récit de Denis d'Halicarnasse, un des Curiaces avait péri. Il fit semblant de fuir, les autres le pourchassèrent et il les vainquit l'un après l'autre. Ce récit édifiant, comme celui qui raconte l'enlèvement des Sabines, couvre des réalités plus prosaïques. Il fait penser aux combats homériques, dans lesquels les chefs se battent en combat singulier, ce qui n'empêche pas l'intervention des autres soldats, nobles et non nobles, fantassins et cavaliers. Il montre aussi la volonté des Romains d'étendre leur domination par l'intégration des Albins, et non par leur écrasement. Cette volonté d'accommodement est une constante dans l'histoire des conquêtes de Rome, et c'est une des explications qui permettent de comprendre ses succès. Dans ce cas, cette politique s'explique sans doute par les liens notamment matrimoniaux qui ont uni entre elles, les aristocraties de la région. Toutefois, ces unions semblent avoir été fragiles pendant un certain temps, et les Sabins suscitèrent vite une nouvelle guerre. Ce fut ensuite Phidène, dont le souverain voulait affaiblir Rome, qu'il fallut combattre. Il réussit à détacher de son alliance les Albins, qui sur le champ de bataille, firent défection. Mais Tullus Hostilius remporta la victoire et il fit détruire Albe, montrant une étrange clémence, étrange pour les hommes du XXIe siècle. Il fit venir dans la ville les vaincus qui furent incorporés à la population locale. En réalité, derrière le mythe se cache une réalité. Rome cherchait à s'agrandir, à la fois par la guerre et par l'intégration des voisins vaincus. Néanmoins, les conflits se renouvelaient sans cesse, encore contre Phidène et contre les Sabins. Par commodité, la tradition historiographique fait d'Ancus Marcius, successeur de Tullus Hostilius, le roi de la 3e fonction dumésilienne. Certes, il décida un deuxième aménagement du forum, mais c'est assurément peu pour en faire le modèle des producteurs-reproducteurs. Mais, si l'on ne voit pas très bien sur quoi se fonde cette attribution, création du port d'Ostie, construction d'un pont sur le Tibre, en revanche on sait de quelle guerre il est crédité par les textes. C'est lui qui dut le premier combattre les Latins du littoral, qui avaient attaqué ces terres pour les piller. Après les avoir vaincus, il leur donna la citoyenneté romaine.
Une nouvelle fois, la cité romaine cherchait à s'adjoindre les ennemis de la veille. Ce genre d'alliance demandait beaucoup de persévérance. Ancus Marcius dut longtemps combattre une ville latine, Politorium, qui fut finalement vaincue. Dénice d'Halicarnasse attribue plusieurs guerres à ce roi, un souverain martial, dont le nom Marcius est de la même famille que celui porté par le dieu Mars, contre les Latins, contre Fidène, contre Véiès, contre les Sabins et contre les Volques. Il va de soi que les Romains furent toujours les agressés et jamais les agresseurs. Le plus souvent, leurs terres, disait-il, étaient ravagées par des pillards. Les historiens de l'Antiquité opposaient sans nuance 3 rois latins, les successeurs de Romulus, à 3 rois étrusques, qui prirent leur suite. Les modernes ne croient plus en une vraie domination de ces derniers, ni à une vague d'immigration massive. Ils admettent toutefois de fortes influences de ce peuple qui, après tout, n'était séparé des Latins que par le cours du Tibre. Il semble bien, par exemple, que ce soit ces nouveaux venus qui ont donné son nom à Rome, la ville du premier pont, Dominique Briquel, et on pense qu'ils lui ont modelé un visage moderne. Le premier de leurs rois, Tarquin l'Ancien, dut faire plusieurs campagnes pour combattre et vaincre les Latins, les Sabins et même d'autres Étrusques, ce qui montre bien que la solidarité entre frères n'était pas aussi entière qu'on l'a dit. En ce temps-là, l'intérêt passait parfois avant la famille. Dénice d'Halicarnasse assure qu'il étendit l'autorité de Rome sur des cités plus ou moins illustres, Appiole, Crustumeri, Nomentum, Collatie, Fidène, Cameria, et quelques autres. Finalement, dit-il, les Latins demandèrent la paix et elle leur fut accordée. Le roi a aussi, dit-il, lutté contre Véiès. Dans ces différentes campagnes, 2 types de combats sont attestés. La bataille en rase campagne et le siège. Tarquin l'Ancien n'aurait pas négligé la poliorcétique défensive, puisque la tradition lui a attribué la construction d'un rempart destiné à protéger la ville. Il aurait d'ailleurs été un grand bâtisseur. Son successeur, Servius Tullius, s'était montré un bon officier dès son plus jeune âge. Il porta les armes lui aussi contre l'étrusque Véiès, contre les Sabins et contre les Latins qui furent vaincus. La révolte des Véiens s'étendit à d'autres Étrusques, les habitants de Tarquinia et de Cardabord, et elle toucha en tout 12 cités, pour une guerre de 20 ans. La tradition le crédite d'une grande réforme de l'armée, nous y reviendrons. L'archéologie attribue à cette époque les débuts de l'ère sacrée installée à Santomobono. Enfin, Tarquin le Superbe, l'Orgueilleux, obtint une solide alliance avec les Latins. Il affronta les Volques qui se trouvaient au sud-est, au-delà des monts Albins, ce qui laisse penser que les Albins étaient devenus plus fiables, une armée ne se serait pas engagée contre un ennemi avec une menace dans son dos. On lui doit aussi des batailles contre les Sabins qui pillaient les campagnes de Rome, contre Ardée, Ocriculum, Suessa Pomessia, et il fit aussi une guerre de 7 ans contre la cité latine de Gabii. Dans le même temps, la ville s'enrichissait de belles maisons en pierre construites sur les pentes du Palatin. Il aurait aussi contribué à renforcer les murailles de Rome. Comme on sait, le fils du dernier des Tarquins eut la mauvaise idée de violer une dame romaine, Lucrèce, crime qui a inspiré beaucoup d'artistes, par exemple le tragique Shakespeare et le musicien Britten. L'événement se passa alors que les Romains assiégeaient Ardée, ville des Rutules. Elle était située au sud de Rome, près de la côte, elle était riche. Le fils de Tarquin ne songeait pas qu'à ses richesses. Pour venger l'affront, Brutus chassa la mauvaise monarchie et il établit une bonne république. C'est ce qu'on appelle la Révolution de 509. Ce régime, totalement aristocratique, n'avait aucun rapport avec la démocratie, forme de gouvernement à laquelle nul Romain n'a jamais songé. Au même moment, la haine du titre de roi devint un des fondements de l'âme romaine. Les événements militaires viennent d'être rapportés. Il faudrait les expliquer, et l'on trouvera une partie des solutions au mystère dans la description des 2 armées engagées dans ces divers conflits. Comme l'histoire, les structures initiales restent plongées dans un brouillard relativement dense. Les recherches récentes, qui ont été fondées sur la critique des textes et l'archéologie, permettent néanmoins d'éclaircir un peu le paysage. Il est très probable que les premiers habitants, des paysans, des bergers, ont formé une milice pour protéger leurs champs et leurs prés. Avec le temps et l'essor de la cité, une phalange d'abord mal structurée et ensuite mieux organisée se mit en place. Au combat, les hommes se plaçaient sur plusieurs rangs, avec un armement plus ou moins disparate,
puis ils se jetaient sur l'ennemi dans une attaque frontale. Les Romains ont cependant toujours eu une caractéristique, qui vient du caractère à la fois aristocratique et censitaire de leur société. Les plus riches fournissaient l'encadrement et la cavalerie, un cheval a toujours coûté cher. Les autres, qui eux aussi devaient tout payer de leur denier, se répartissaient sur plusieurs lignes, où l'on distingua vite une infanterie lourde et une infanterie légère. Les plus aisés achetaient un équipement complet et ils servaient en première ligne. Les autres suivaient, avec un armement de moins en moins fourni, jusqu'à la dernière ligne. Quand elle sort de l'ombre, l'armée romaine est déjà composite. Et c'est là une de ses caractéristiques, qui la distingue de ses semblables qui ont été mises sur pied par tous les autres peuples de l'Antiquité. Elle possède une étonnante adaptabilité, source de succès. Car, prendre aux autres ce qu'ils ont de bon, c'était contraire aux mentalités antiques, on reproduit ce qui a été fait par les ancêtres, pas ce qui est fait par les voisins, même si c'est efficace. Le changement permanent est perçu comme un mal, et il semble que les Romains ont connu une sorte de mutation génétique qui n'a pas touché leurs contemporains. Quoi qu'il en soit, sur le vieux fond italique se sont déposés des apports étrusques et grecs, ces derniers directement par Cumes, ville à laquelle on a beaucoup prêté, et indirectement depuis l'Étrurie, une région bien hellénisée. Des solidarités familiales ont longtemps donné ses fondations à l'édifice. En 477, à la bataille du Crémer, ce sont les 306 Fabii qui ont affronté les Véiens. Puis elles furent remplacées par une solidarité civique, finalement plus efficace. En ce qui concerne l'armée, la première unité connue fut la Légion, dont le nom latin, legio, est apparenté au verbe légère, choisir, et au substantif dilectus, conseil de révision. Très tôt, une forte démographie chez les citoyens romains permit aux recruteurs de distinguer les meilleurs pour en faire des soldats. Avec l'adaptabilité qui a été mentionnée plus haut, ce principe contribue à expliquer l'excellence de cette troupe. Plus moderne et connue surtout par l'archéologie, l'armée des Étrusques, telle qu'elle existait au 7e siècle avant notre ère, avait adopté la tactique hoplitique à l'instar des Grecs. Les soldats combattaient en une ligne serrée, chacun couvrant le flanc droit de son voisin de gauche avec son bouclier. Ils utilisaient une épée courte et étaient protégés par une armure complète, tombe du guerrier de Vulcie. Ils utilisaient aussi des chars de combat. Ici également, les armées et les guerres semblent avoir conservé pendant longtemps un caractère privé et gentilice, une campagne pouvait être menée par une seule famille. Cette particularité facilitait le recours aux mercenaires regroupés en sodalités, des sortes d'associations, tombe François de Viterbe. À Rome, d'après la tradition, le peuple était réparti entre 30 curies, elles-mêmes regroupées en 3 tribus, les Ramnes, les Titians et les Lucères. Elles servaient de base à l'organisation du recrutement. Chaque curie devait fournir 100 fantassins et 10 cavaliers, ce qui faisait une légion de 3000 fantassins et 300 cavaliers. Les confrontations avec les Étrusques contraignirent les Romains à adopter la tactique en phalange, et à remplacer leurs boucliers rectangulaires et longs par des boucliers ronds. Sous le légendaire Servius Tullius, une division en centuries se superposa à ce système sans le faire disparaître. Les hommes étaient rangés chacun dans une centurie à fonction militaire, électorale et fiscale. Les plus riches payaient le plus d'impôts, votaient d'abord et servaient en première ligne. Ce système accentuait donc le caractère à la fois censitaire et aristocratique de l'armée. Les nobles formaient 18 centuries dites hors classe. Ils servaient à cheval, comme cavaliers et comme officiers. Il apparaît que le mot latin centuria ne signifie pas 100 hommes, il désigne un nombre important, sans plus. Les propriétaires non nobles étaient répartis en 5 classes de 80, 20, 20, 20 et 30 centuries. Les plus riches, dotés d'un équipement complet, occupaient l'avant. Les autres suivaient. Ceux qui ne possédaient rien, les prolétaires, appelés en dessous des classes, infraclasses, n'étaient jamais mobilisés. La nouvelle légion comptait sans doute 6000 hommes répartis en 60 centuries. Cette organisation, qui n'avait été rendue possible que grâce à une forte démographie au sein de la communauté des citoyens romains, eut une conséquence tactique considérable. Seuls au monde, les Romains allaient au combat rangés sur 4 lignes, chacune poussant et appuyant à la fois celle qui la précédait. En outre, ils disposaient d'une infanterie légère spécialisée. La cavalerie flanquait l'infanterie à droite et à gauche, les plus puissants assurant le commandement.
C'est ainsi qu'une conception de la société a engendré une armée et sa tactique.